Obsèques nationales ce vendredi du défunt Idriss Déby Itno, la France et le G5 Sahel apportent leur soutien au nouveau régime tchadien. Nouvelle flambée de violences interethniques en Éthiopie. Les affrontements ont fait des dizaines de victimes et des dizaines de milliers de déplacés, selon le médiateur en chef du pays. Et puis plus de 9000 personnes ont fui au Niger après une série d'attaques mi-avril contre la ville nigériane de Damasak, selon les Nations Unies. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Tchad a enterré ce vendredi le défunt Idriss Déby Itno qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans en présence du chef de l'État français. Emmanuel Macron a dès son arrivée rencontré le fils du défunt et chef de la junte militaire qui a pris la succession. Les précisions. Le Tchad a rendu ses derniers hommages ce vendredi à Idriss Déby Itno, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron. Une douzaine de chefs d'État sont réunis dans la capitale tchadienne, dont ceux des 4 autres pays du G5 Sahel, qui ont formé une force militaire anti-djihadiste épaulée par la France, Mali, Niger, Burkina Faso et Mauritanie. Sont présents aussi le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le Congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Idriss Déby Itno est mort lundi selon N'Djamena à 68 ans des suites de blessures subies au front dans le nord du Tchad contre des rebelles. Juste avant la cérémonie, Emmanuel Macron et les 4 autres chefs d'État du G5 Sahel qui ont formé une force militaire soutenue par Paris pour combattre les djihadistes et dont le Tchad est le fer de lance, ont témoigné au jeune général Déby leur unité de vue et leur soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Pour de nombreux opposants, dont les plus farouches étaient régulièrement victimes d'intimidation et de violence, cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel. La dépouille de Déby est inhumée aux côtés de son père à Amdjaras, petit village qui jouste sa ville natale de Berdoba, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, près de la frontière soudanaise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné l'extension du mandat du président somalien voté le 12 avril dernier par le Parlement. Ce vote est intervenu après des mois d'impasse politique et sécuritaire sur la tenue d'élections en Somalie. Le Conseil de paix et de sécurité, en charge des questions de paix et de sécurité au sein de l'Union africaine, a condamné l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, voté le 12 avril par le Parlement somalien. Cette loi prolonge de 2 ans le mandat expiré en février du président Farmajo et prévoit la tenue d'une élection au scrutin universel direct en 2023. Le Conseil de paix et de sécurité a aussi demandé au président de la Commission de l'Organisation continentale de nommer et de dépêcher un envoyé spécial en Somalie en vue de trouver un compromis mutuellement acceptable. Le Conseil a également exprimé sa vive inquiétude sur l'impact possible de la situation actuelle sur l'unité de l'armée somalienne et de l'appareil de sécurité. La Somalie était censée organiser fin 2020, début 2021 des élections au suffrage universel direct qui auraient été les premières depuis des législatives en 1969, juste avant le coup d'État de Siad Barre la même année. Mais l'organisation de ce scrutin a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. Afin de sortir de l'impasse, un accord avait été conclu le 17 septembre entre le président Farmajo et 5 leaders régionaux prévoyant des élections présidentielles et législatives au suffrage indirect. Des délégués spéciaux, choisis par de multiples chefs de clan, devaient élire les parlementaires qui votaient ensuite pour le président. Pour le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, cet accord demeure la base de travail et le chemin le plus viable pour la tenue
en temps opportun d'élections crédibles et transparentes en Somalie. De nouvelles violences interethniques dans la région éthiopienne de l'Amara au nord-ouest ont fait des dizaines de victimes et déplacé des dizaines de milliers d'habitants selon le médiateur en chef du pays. Les administrateurs des deux zones ont jusqu'à présent refusé de donner des bilans précis. Reportage. Les violences qui ont débuté la semaine dernière en Éthiopie se sont concentrées dans deux divisions administratives de la région Amara, la zone Choua Nord et celle d'Oromo, cette dernière étant majoritairement peuplée d'Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux du pays. Cette dernière flambée de violence, marquée par le recours à des armes à feu, avive un peu plus les craintes sur le climat dans lequel sont censées se dérouler les élections nationales du 5 juin, dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Les administrateurs des deux zones ont jusqu'à présent refusé de donner des bilans précis, mais le médiateur en chef de l'Éthiopie a indiqué vendredi, après s'être rendu sur place, que 200 personnes pourraient avoir été tuées dans ces affrontements. Selon lui, plus de 250 000 personnes ont été déplacées par les violences dans la région de Choua Nord et plus de 75 000 dans la zone spéciale d'Oromo. Les chiffres du médiateur en chef n'ont pas pu être confirmés de sources indépendantes. En mars, de précédentes violences dans cette même région avaient fait plus de 300 morts et 50 000 déplacés. Les causes de cette tragédie demeurent floues. Des responsables Amara ont évoqué l'implication du groupe rebelle de l'armée de libération Oromo, mais ce dernier a démenti être présent dans cette région. Dimanche, l'armée éthiopienne a annoncé l'envoi de troupes pour tenter de restaurer la paix. Le médiateur en chef a rapporté que la situation était calme lors de sa visite jeudi et vendredi. Des informations faisant état d'Amara pris pour cible dans ces violences ont déclenché ces derniers jours des manifestations de colère dans plusieurs villes de la région. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de tirs de sommation pour disperser les manifestants à Bahir Dar, la capitale de la région. Ce journal se poursuit. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce jeudi à l'ambassade de France en Centrafrique. Une partie importante de l'ambassade a été ravagée selon les témoins. Une fumée qui s'élève du complexe de l'ambassade de France en Centrafrique. Des camions pompiers se succéderont pour maîtriser cet incendie. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont importants, a assuré à l'agence France Presse l'ambassadeur de France, ajoutant en début de soirée que l'origine du sinistre était encore inconnue. Plusieurs membres du personnel de la représentation diplomatique, sous couvert de l'anonymat, ont cependant indiqué à l'AFP que l'incendie se serait déclenché dans un local technique et était probablement dû à un incident électrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ainsi que plusieurs ministres sont venus à l'ambassade exprimer leur solidarité selon le journaliste de l'AFP. Des pompiers centrafricains, d'autres de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ainsi que des éléments du détachement d'appui opérationnel d'Étao de l'armée française chargé de la sécurisation de l'aéroport de Bangui, se sont rendus sur place pour combattre les flammes. En fin d'après-midi, de la fumée s'échappait encore de la toiture, dont une partie s'est effondrée, mais l'incendie était maîtrisé. Plus de 9000 personnes ont fui au Niger après une série d'attaques mi-avril contre la ville nigériane de Damasak. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi les Nations Unies. Suite à l'attaque de Damasak le 13 avril dernier par des groupes armés non étatiques, des flux importants de population en direction des villages de Gagamari et de Chetimari ont été enregistrés. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA, qui a donné l'information, fait état de milliers de déplacés qui continuent d'arriver à bord de véhicules ou à pied ou d'eau d'animaux pour s'installer à Gagamari et Chetimari, deux localités de la région de Difa, dans le sud-est du Niger, proche de Damasak. L'agence onusienne a déjà dénombré plus de 9000 personnes dans ces deux localités, tandis que plusieurs véhicules chargés de bagages continuent d'arriver. Ces mouvements risquent de se poursuivre vu la récurrence des attaques contre Damasak, affirme OCHA. Des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP,
mène des séries d'attaques depuis le 10 avril sur la ville de Damasak, dans le nord-est du Nigeria. Selon des sources locales, il s'agit des violences sans précédent pour le contrôle de menaces stratégiques. La 4e et dernière attaque sur cette ville au cœur du conflit, située aux confins du lac Tchad et où 85 000 personnes vivent essentiellement de l'aide humanitaire, a fait au moins 8 morts et 12 blessés, a annoncé mercredi dernier le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La nouvelle présidente tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle était prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Elle projette s'entretenir prochainement avec les dirigeants de l'opposition. C'était dans un discours au Parlement retransmis par les médias locaux. La démocratie, la liberté individuelle et la liberté de la presse sont importantes pour stimuler le développement et la paix, a déclaré la présidente de la Tanzanie. Dans le souci de protéger la démocratie, j'ai l'intention de rencontrer tous les dirigeants des partis politiques pour discuter de la meilleure manière pour eux de mener leurs activités politiques pour le bénéfice de notre pays, a déclaré la présidente. Âgée de 61 ans, la vice-présidente de John Magufuli est devenue la première présidente de la Tanzanie à la suite du décès soudain du chef de l'État le 18 mars à l'âge de 61 ans. Au pouvoir depuis 2015, John Magufuli, surnommé le bulldozer, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin qualifié de farce par l'opposition, faisait l'objet de nombreuses critiques pour son style autoritaire. Il avait fait interdire les rassemblements politiques en 2016, en dehors des périodes électorales, pour permettre, selon lui, de mener à bien son programme de développement pour le pays. Son premier mandat avait été marqué par un net recul des libertés fondamentales, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Début avril, dans un discours prononcé à l'occasion de l'investiture de nombreux membres du gouvernement, la présidente avait amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle avait notamment indiqué que la réponse de son pays à l'épidémie de Covid-19 serait désormais fondée sur la science, alors que John Magufuli a systématiquement minimisé le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Fin de cette édition. Merci de votre attention.